Elle ouvrit la maison de campagne abandonnée de son grand-père en Provence, un lieu resté fermé et intact depuis 70 ans. Tout le monde lui avait conseillé de ne pas y toucher. Mais ce qu'elle découvrit à l'intérieur de cette demeure isolée de Provence choqua sa famille et révéla un secret caché depuis des décennies. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transforma en l'aventure la plus émouvante de sa vie. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Commençons. La plupart des gens ignoraient même que la maison existait encore. Nichée au cœur du Massif central, en Provence, avalée par le temps et les arbres, elle était restée intacte depuis 1953. Personne dans la famille n'y avait mis les pieds, pas depuis la tempête de neige, pas depuis sa disparition. On disait qu'elle était maudite, qu'elle aurait dû être incendiée avec le reste du passé. Mais Manon Leroy n'avait jamais cru aux malédictions familiales. Elle croyait aux histoires inachevées, surtout celles qui lui parvenaient à travers les générations. Et l'histoire de son grand-père ne s'était jamais vraiment terminée. Elle n'avait qu'un seul souvenir de lui, et même celui-là était de seconde main. Une photographie usée, cachée derrière un autre cadre, trouvée dans le grenier après le décès de sa mère. Un homme aux yeux bienveillants et au sourire en coin, tenant une boussole dans une main et un petit enfant, pas elle, dans l'autre. Au dos de la photo était écrit « Automne 1952, maison numéro 12 ». L'écriture correspondait à celle du paquet de lettres jaunies rangées à côté, toutes attachées avec une ficelle qui semblait sur le point de tomber en poussière. Des lettres signées avec un amour discret et prudent. Pour toujours, ton grand-père Jean. Mais le plus étrange, le cachet de la poste datait de 1954, un an après sa disparition. La maison était devenue un sujet tabou au fil du temps. Sa mère éludait toute question à ce sujet. Ses oncles prétendaient ne pas s'en souvenir. Le nom de Jean Leclerc s'était effacé des conversations comme s'il n'avait jamais appartenu à personne. Mais le chagrin a le don de réveiller les choses endormies. Et après les funérailles, en nettoyant le garage, Manon trouva une boîte verrouillée nichée derrière de vieux pots de peinture et des outils rouillés. À l'intérieur, une clé et une carte, toutes deux étiquetées de la même écriture qu'elle avait vue sur les lettres. Cela ne ressemblait pas à une invitation. C'était un appel. Le voyage la mena sur des routes sinueuses et à travers une forêt froide et silencieuse. Plus elle s'enfonçait dans la nature sauvage de Provence, plus le monde devenait calme. Le réseau mobile disparut. Les chaînes s'étiraient plus haut. Les ombres s'allongeaient. Elle parcourut le dernier kilomètre à pied. La neige bordait encore les côtés du sentier, bien que le printemps commençât à poindre. Et puis, à travers les arbres, elle apparut, une maison de campagne d'une seule pièce, légèrement penchée par l'âge, mais toujours debout, fière et silencieuse. Volets fermés, cheminée fissurée. Le porche à moitié dévoré par la mousse et le temps. Elle semblait n'avoir pas été touchée depuis une vie entière. Manon resta là un long moment, la clé froide dans sa main. Puis elle murmura « D'accord, grand-père, je suis là ». La serrure tourna avec un léger déclic. La porte grinça en s'ouvrant comme si elle avait attendu, et l'air qui s'en échappa la frappa comme une vague lourde de pain, de fumée et de silence. À l'intérieur, la maison était figée dans le temps. Une couverture en laine pliée sur un lit de camp étroit. Une paire de bottes usées bien rangées près de la porte. Un poêle à bois rouillé, froid mais pas cassé. Et sur le mur du fond, une étagère de livres. Leur dos était décoloré mais pas oublié. Manon entra lentement, le souffle coupé entre l'émerveillement et la douleur. L'endroit ne semblait pas hanté. Il semblait préservé, comme si la maison elle-même avait pris une inspiration il y a 70 ans et venait tout juste de la relâcher. Dans un coin se trouvait une malle en bois renforcée de laiton, son couvercle recouvert de poussière. Dessus, gravé à la main dans le bois, Jean Leclerc, son grand-père. Manon tomba à genoux devant elle, effleurant la surface de ses doigts tremblants. Il n'y avait pas de clé, pas de serrure visible, juste une présence, quelque chose d'inachevé. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait à l'intérieur. Mais à cet instant, fixant la boîte sous le poids de 70 ans de silence, elle était certaine d'une chose. Ce n'était pas juste une vieille malle. C'était une porte, et quelque chose de l'autre côté attendait depuis très longtemps d'être découvert. Manon resta assise un moment. Juste elle, le sol froid et cette vieille malle usée. Le silence à l'intérieur de la maison était si complet qu'elle pouvait entendre son propre cœur. Ce n'était pas de la peur. Pas exactement.
C'était le sentiment que l'on éprouve au bord de quelque chose de sacré, sans savoir si l'on doit franchir le pas. Elle tendit la main vers le couvercle. Il grinça, résistant au temps, jusqu'à ce qu'il s'ouvre enfin. L'odeur de cèdre et de papier emplit l'air. À l'intérieur, soigneusement rangés comme s'ils avaient été placés la veille, se trouvaient des objets qui n'appartenaient à aucun siècle qu'elle avait connu. La première chose qu'elle vit fut un carnet relié en cuir, aux bords effilochés, attaché avec un lacet de chaussure. Puis une écharpe en laine, d'un rouge délavé, soigneusement pliée. En dessous, une petite boîte en bois, scellée, sans trou de serrure. Et sous tout cela, un paquet de lettres serrées par un ruban. Un ruban bleu, de la même couleur que celui que sa mère mettait dans ses cheveux quand elle était enfant. Les mains de Manon tremblaient en saisissant le carnet. Elle défit le lacet, et sur la première page, de la même écriture soignée qu'elle avait appris à reconnaître sur les lettres du grenier, se trouvaient 4 mots simples, « Si jamais elle vient ». Elle s'arrêta. Ces mots ne semblaient pas destinés à n'importe qui. Ils lui étaient destinés. Le journal était daté de 1951 à 1953. Il relatait les dernières années de son grand-père Jean à la maison. Et ce qui avait commencé comme des réflexions calmes et rustiques se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Obsessif, agité, presque frénétique. Il écrivait sur d'étranges visiteurs, des hommes en costume qui montaient le sentier, posant des questions sur la propriété des terres et les limites. Il écrivait qu'il entendait des bruits de pas dehors la nuit, voyait des lumières vaciller dans les bois, et trouvait sa porte légèrement entr'ouverte le matin, même s'il l'avait bien verrouillée. Et puis vint cette entrée. Cœur, 2 décembre 1953. Ils savent que je l'ai caché. Je les ai encore entendus la nuit dernière. Même botte, même silence. Ils veulent la boîte, mais je ne les laisserai pas la voir. Je l'ai scellée avec ce qui compte le plus. Si Manon trouve jamais ceci, dis-lui que je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Manon s'arrêta net. Il avait écrit son nom. Mais comment? Elle n'était même pas née avant 1989. Elle posa le journal, ses pensées tourbillonnant, et attrapa la petite boîte en bois. Elle la tourna dans ses mains. Elle n'avait ni charnière, ni loquet, ni serrure, mais le fond était étrange, légèrement inégal. Quand elle appuya sur un coin, quelque chose cliqua. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une montre à gousset en or, usée et magnifique. Sa chaîne était soigneusement rangée en dessous et une note reposait dessus. Pliée une fois, Manon l'ouvrit. Celle-ci garde le temps pour 2. La tienne bat encore. La mienne, je l'ai donnée il y a longtemps. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était un message, du genre qui ne se transmet qu'entre des cœurs liés par plus que le sang. Il savait qu'elle viendrait. Il y croyait. Elle fouilla plus profondément dans la malle, sortant le paquet de lettres au ruban bleu. Celle-ci n'était adressée à personne, mais en ouvrant la première, elle vit qu'elles lui étaient toutes destinées, des dizaines. Chacune commençant par « Manon, ma petite », et elle s'étalait sur des années. Comme si, même dans l'isolement tranquille des montagnes, son grand-père l'avait imaginée, lui avait parlé comme si elle avait toujours fait partie de son monde. Dans une lettre, il décrivait la façon dont la neige tombait en 1952, comment les pins ployaient sous le poids, et comment il parlait parfois à voix haute, prétendant qu'elle était assise dans le fauteuil près du feu. Dans une autre, il écrivait « Je ne sais pas de quelle couleur seront tes yeux, mais j'espère qu'ils trouveront le bien chez les gens, même ceux qui ne l'ont pas mérité. Et puis, on te dira peut-être que j'ai abandonné la famille, que je suis parti, mais ce n'était pas une fuite. C'était une protection. Il y a plus ici que du bois et de la fumée. Il y a une vérité. Et tu sauras quand il sera temps de la déterrer. » Manon s'adossa au mur de la maison, les lettres sur ses genoux, le cœur battant. Tout ce qu'elle pensait savoir de son grand-père, l'homme qui avait disparu, le vieil ermite fou, était en train de s'effondrer. Il ne les avait pas abandonnés. Il cachait quelque chose, et quelqu'un l'avait voulu assez fort pour le pourchasser dans le froid. Le vent hurlait dehors. Les arbres craquaient comme de vieux os. Et puis, quelque chose bougea sous le lit de camp. Manon attrapa la lanterne et s'agenouilla. Là, coincée contre le plancher, se trouvait une boîte en fer blanc, plate, rouillée, scellée avec de la cire. Elle l'ouvrit avec le bord d'un couteau. À l'intérieur se trouvait une carte enroulée.
Et sur cette carte, marqué au crayon, un sentier qui menait plus profondément dans les bois, au-delà des limites de la propriété. Au-delà de là où la plupart des gens osaient aller. À côté d'un minuscule X, un seul mot. Résolution. Elle le fixa. Résolution. Était-ce un nom, un lieu, un message? Quoi que ce fût, c'était important, car son grand-père avait tout caché dans des mots, des lettres, des histoires. Mais ceci, c'était sa dernière miette de pain. Manon se leva lentement, chaque instinct en elle vibrant de tension et d'émerveillement. Elle remit les lettres dans la malle, enveloppa délicatement la montre à gousset dans un tissu et plia la carte dans la poche de son manteau. Elle ne savait pas ce qui se trouvait au-delà de ce sentier. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Cette maison n'était pas l'étape finale. C'était le portail. Et de l'autre côté des pins, la vérité attendait toujours d'être trouvée. Le lendemain matin, le givre recouvrait les vitres de la maison comme de la dentelle. Manon alluma le petit poêle à bois comme son grand-père l'avait décrit dans une de ses lettres, 2 pommes de pin, 3 bandes d'écorce de bouleau et de la patience. La carte était toujours dans la poche de son manteau, froissée et vibrant comme si elle avait son propre rythme cardiaque. Dehors, le sentier menant au X ressemblait plus à des traces d'animaux qu'à un chemin fait pour des bottes. Mais Manon n'hésita pas. Elle prépara un petit sac, de l'eau, des encas, la montre à gousset, le journal, une fusée éclairante et la boussole qu'elle avait trouvée au fond de la malle, gravée des initiales JL. Elle indiquait toujours le nord, toujours la maison. Le sentier serpentait vers le haut, étroit et envahi par la végétation. Parfois, elle devait se baisser sous des branches tombées, escalader des rochers et faire confiance au fait que les marques de son grand-père signifiaient encore quelque chose après cette décennie. Après 2 heures, ses jambes lui faisaient mal, les arbres se densifiaient, la lumière diminuait. Elle faillit faire demi-tour jusqu'à ce qu'elle le voie. Une clairière, et en son centre, à moitié enfouie sous les vignes et la neige, se trouvait une vieille porte de cellier. Métal et bois recouverts de mousse, comme si la terre elle-même avait essayé de l'avaler. Elle s'approcha. Pas de serrure, juste une poignée en anneau, froide au toucher. Elle s'ouvrit en gémissant. Un escalier descendait dans l'ombre. Manon alluma sa lampe de poche. Le faisceau traversa la poussière et révéla des murs de pierre, des étagères de vieux bocaux en verre, et un espace d'environ 3 mètres de large. Cela semblait ordinaire, mais quelque chose clochait. Elle entra, ses yeux balayant les coins. Il y avait des boîtes, des caisses, et sous l'une des étagères, une pile de sacs en toile délavée. L'un portait une étiquette, Société minière La Résolution. Son souffle se coupa. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait vu une fois griffonné dans une lettre datée de 1953. Dedans, son grand-père écrivait « Si la résolution réactive la concession, ils viendront chercher ce que j'ai pris. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai mis en sécurité parce que quelqu'un devait le faire. » Manon tomba à genoux et ouvrit le sac le plus proche. Ce n'étaient pas des outils. Ce n'étaient pas des graines. C'était de l'argent. De vieux billets en anciens francs, liés et emballés. Certains estampillés de sceaux bancaires des années 1940. D'autres marqués de cachets de notaire. Et en dessous, d'autres paquets en toile, plus lourds. Elle en ouvrit un, des lingots d'argent, ternis mais reconnaissables, et au fond de l'un d'eux, propriété de la Société minière La Résolution, 1946. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement une histoire de famille. C'était la preuve de quelque chose de caché. Peut-être quelque chose de volé. Et son grand-père était celui qui l'avait pris. Mais alors, quelque chose la fit sursauter. Un bruit derrière elle. Des feuilles qui craquent. Un pas. Elle éteignit sa lampe de poche et retint son souffle. Le pas s'arrêta juste devant la porte du cellier. Pendant un instant, tout ce qu'elle pouvait entendre était son propre cœur. Puis une ombre bloqua la lumière des arbres. Quelqu'un se tenait à l'entrée. Elle ne respirait plus. La silhouette ne parla pas, ne bougea pas, attendit juste assez longtemps pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule. Des minutes passèrent, ou peut-être juste des secondes, puis l'ombre s'éloigna. Pas de mots, pas de porte qui se ferme, juste le silence à nouveau. Manon attendit encore 5 minutes avant d'oser bouger. Ses doigts serraient la montre à gousset, la seule chose qui l'ancrait. Puis elle rassembla discrètement 2 objets,
le lingot estampillé la résolution et la lettre avec la référence minière, et les glissa dans son sac. Elle laissa le reste intact. Il ne s'agissait pas de trésor. Il s'agissait de vérité. Et maintenant elle savait que quelqu'un d'autre savait que c'était toujours là. De retour à la maison, elle verrouilla la porte derrière elle, tira les rideaux et s'assit à la table. Ses mains tremblaient encore, mais son esprit était clair. Elle comprenait maintenant pourquoi son grand-père avait disparu, pourquoi il avait choisi l'exil. Il protégeait quelque chose, non pas pour lui-même, mais pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Et maintenant ce fardeau était le sien. Cette nuit-là, elle relut le journal, chaque ligne, chaque griffonnage. Et là, près de la dernière page, écrit sur le côté dans la marge comme une pensée après coup, elle trouvera la vérité. Mais la laisseront-ils la garder? Le lendemain matin, une Citroën 2CV était garée au pied du sentier. Elle n'était pas là hier. Et elle n'était pas du coin. Manon ne s'approcha pas trop. Elle prit juste une photo. Les plaques d'immatriculation étaient d'un autre département. Elle ne savait pas si c'était une coïncidence. Mais au fond d'elle, elle ne le pensait pas. Alors, elle élabora son propre plan. Elle numérisa le journal, les lettres, les photos, cacha des copies numériques sur une clé USB et l'envoya à sa meilleure amie avec une note, « N'ouvre ceci que s'il m'arrive quelque chose ». Puis elle appela un enquêteur historique qu'elle avait trouvé en ligne, quelqu'un qui avait écrit sur des scandales fonciers et des actifs perdus liés à d'anciennes compagnies minières. Et enfin, elle appela le commissariat local, non pas pour signaler l'argent, mais juste pour demander, « Connaissiez-vous une société appelée la Société minière La Résolution? Et sinon, puis-je venir vous parler ?» Parce que maintenant, Manon savait que le vrai trésor n'était pas ce qui était caché dans le cellier. C'était l'histoire et le poids de la raconter. Parce que les secrets ne restent enterrés que jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux les déterre et ose brandir la vérité à la lumière du jour, même si cela signifie que quelqu'un pourrait observer depuis les arbres. Manon ne dormit pas cette nuit-là. Même avec la maison verrouillée, le feu allumé et une lampe de poche à côté de son lit, son esprit revenait sans cesse à l'ombre à la porte du cellier. Le calme qui l'accompagnait n'était pas naturel. Il était délibéré, calculé. Quelqu'un était venu chercher, et elle n'était pas sûre qu'il soit parti. À l'aube, elle se tenait sur le porche avec la boussole de son grand-père dans une main et la montre à gousset dans l'autre. Le vent des pins était plus froid que d'habitude, vif comme s'il la mettait en garde. Elle regarda à nouveau la carte, celle marquée La Résolution. Pour la première fois, elle se demanda si ouvrir ce cellier avait été une erreur. De retour à l'intérieur, elle commença à enregistrer une note vocale sur son téléphone. Non pas parce qu'elle pensait que quelqu'un l'entendrait, mais parce qu'elle avait besoin de le dire à voix haute. Je m'appelle Manon Leroy. Si ceci est un jour diffusé, s'il m'arrive quelque chose, sachez ceci. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu parce que j'avais besoin de réponses, et j'ai trouvé plus que ce à quoi j'étais préparé. Elle fit une pause, puis ajouta, quelqu'un, quelque part, ne veut pas que cette histoire soit racontée, mais je pense que c'est exactement la raison pour laquelle elle doit l'être. Plus tard dans la journée, elle se rendit en ville. Valvert-sur-Loire était petit, le genre d'endroit avec un seul bistrot, une seule station-service et un bureau de poste tenu par la même femme qui connaissait probablement le deuxième prénom de tout le monde. Manon entra dans le commissariat de police. L'homme derrière le bureau avait la cinquantaine, le crâne dégarni, des yeux gentils mais fatigués. Commissaire Stéphane Dubois. Il se présenta en lui serrant la main. « Qu'est-ce qui vous amène dans nos montagnes ?» Elle prit une profonde inspiration, puis dit ce qu'elle n'avait encore dit à personne. « J'ai trouvé quelque chose d'enterré sur la terre de mon grand-père. Pas des os, pas un trésor. La preuve d'une dissimulation. » Il ne rit pas. Il ne se moqua pas. Il se pencha simplement en arrière dans son fauteuil, croisa les mains sur son ventre et dit, « Vous n'êtes pas la première Leclerc à entrer ici en disant cela. » Manon cligna des yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Votre grand-père, » répondit le commissaire. « Jean. Il est venu à ce bureau une fois, bien avant mon temps. A dit qu'il avait des preuves de vol de terre et de fraude d'entreprise. A dit que des gens le poursuivaient. » Et Manon demanda. La voix de Dubois baissa. On l'a traité de paranoïaque. Il a disparu moins d'1 an plus tard. Tout le monde a pensé qu'il était parti dans les bois et était mort de froid.
C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Manon hocha lentement la tête. Ce n'était pas vrai. Non, dit le commissaire, ce n'était pas vrai. Il ne demanda pas le lingot d'argent. Il ne demanda même pas le journal, bien qu'elle ait proposé de le laisser en faire des copies. Ce qu'il fit, c'est la mettre en contact avec une enquêtrice d'État à la retraite nommée Monique Bernard, qui avait passé la dernière décennie à enquêter sur des affaires non résolues liées à d'anciens litiges fonciers et droits miniers. Elle est tenace, dit Dubois. Et elle n'a pas peur de secouer les cocotiers. Manon sourit pour la première fois depuis des jours. Peut-être n'aurait-elle pas à faire cela seule après tout. Ce soir-là, elle appela Monique. La voix de la femme était ferme, directe et empreinte d'une urgence tranquille. Vous dites que vous avez trouvé des documents de la société minière La Résolution? Oui. Et des bornes de propriété, de l'argent, tout ce qui prouve un mouvement. J'ai un lingot estampillé, dit Manon. Et les notes de mon grand-père, ses lettres. Il a tout documenté. Monique resta silencieuse un instant, puis doucement, vous venez peut-être de débloquer une affaire que je poursuis depuis 17 ans. La semaine suivante, tout changea. Manon numérisa les lettres. Monique vérifia les dates. De vieux articles furent exhumés, des relevés bancaires réclamés. Même le petit-fils d'un lanceur d'alerte des années 1950 se manifesta après que Manon eut posté une photo de la montre à gousset en ligne. Les gens se réveillaient, et pour la première fois, l'histoire ne semblait plus être un secret. Elle ressemblait à la vérité qui s'étirait enfin après un long sommeil sombre. Mais avec la visibilité vint le risque. Sa caméra de chasse, celle qu'elle avait placée près du sentier de la maison, détecta des mouvements de nuit de suite. Même heure, même direction. Le commissaire augmenta les patrouilles. Monique lui dit de rester visible. Plus vous êtes public, dit-elle, plus il est difficile pour quelqu'un de vous faire disparaître discrètement. Manon n'aimait pas être sous les feux des projecteurs, mais elle aimait encore moins l'idée d'être traquée dans le noir. Elle commença à tout noter, pas seulement les preuves, mais ce qu'elle ressentait, ce que cela signifiait de porter un héritage que vous n'aviez pas demandé mais que vous ne pouviez pas abandonner. Dans une entrée, elle écrivit « Je suis venue ici pour trouver une conclusion, mais j'ai trouvé une responsabilité. Et maintenant je réalise qu'ils n'ont pas enterré la vérité parce qu'elle était dangereuse. Ils l'ont enterrée parce qu'elle avait du pouvoir, et le pouvoir, lorsqu'il est détenu par les mauvaises personnes, empoisonne tout ce qu'il touche. » La nouvelle se répandit lentement, mais elle se répandit. D'abord les journaux locaux, puis un podcast régional, puis un journaliste qui avait autrefois travaillé sur une histoire de cargaison d'argent perdu en Provence dans les années 1940 la contacta. Soudain, les gens écoutaient. Et Manon, elle n'était plus seulement la petite fille de Jean Leclerc. Elle était la femme qui avait révélé la vérité. Mais à chaque pas en avant, la vieille peur s'insinuait, celle que Jean avait dû ressentir des années auparavant en regardant par-dessus son épaule et en voyant des hommes en costume qui ne sciaient pas en mentant. Une nuit, alors que le feu s'éteignait, Manon s'assit sur le porche avec la boussole à la main. Elle indiquait toujours le nord, mais elle se demandait, où va-t-on quand la vérité vous rattrape enfin? Et que se passe-t-il lorsque le silence que vous avez brisé commence à vous faire écho? La lettre arriva dans une épaisse enveloppe, remise en main propre par un coursier qui n'attendit pas de signature. Manon s'assit à la table de la maison, fixant le papier couleur crème frappé d'un emblème doré qu'elle ne reconnaissait pas. La lettre était courte, professionnelle et glaçante dans sa précision. Vous êtes par la présente invité à témoigner concernant l'affaire des documents Leclerc et des preuves de la société minière La Résolution. Votre coopération est requise lors de la prochaine révision par la Commission nationale de l'intégrité historique et des droits miniers. En bas, une note manuscrite. Nous ne voulons pas que cela soit à nouveau étouffé. Nous voulons que ce soit raconté correctement, et nous voulons que ce soit vous qui le fassiez. Manon plia lentement la lettre. Son grand-père avait passé ses dernières années à cacher la vérité. Maintenant, on lui demandait de la dire, non pas dans une maison de campagne, non pas en chuchotant, mais devant des gens qui pouvaient réécrire l'histoire officielle. Elle n'était pas prête, mais elle accepta quand même. Monique la rejoignit à la gare une semaine plus tard. Une petite femme vive, aux cheveux blancs comme neige et aux yeux de quelqu'un qui ne tolérait pas les absurdités. Vous lui ressemblez, dit Monique. Mais vous parlez plus doucement. Manon sourit nerveusement. J'apprends encore à parler. Eh bien, répondit Monique, c'est ici que vous apprendrez à rugir.
L'audience se tint dans un palais de justice qui sentait le papier et la cire d'abeille. Manon portait le vieux manteau de sa mère et tenait la boussole de son grand-père dans sa poche comme une armure. La salle n'était pas pleine, peut-être 30 personnes, mais chacune avait du poids, des historiens, des commissaires fonciers, des conservateurs, des hommes et des femmes qui avaient le pouvoir de décider si le passé comptait. Manon s'assit à la table des témoins, les mains tremblantes, la gorge sèche. Puis elle commença, non pas avec des accusations, mais avec une histoire. Je m'appelle Manon Leroy. Mon grand-père a disparu en 1954. Pendant la majeure partie de ma vie, on m'a dit qu'il nous avait abandonnés, qu'il avait choisi les bois plutôt que sa famille, qu'il avait perdu la tête. Mais le mois dernier, j'ai ouvert sa maison, et j'ai trouvé la vérité. Elle leur raconta tout. Le journal, les lettres, le cellier, le lingot d'argent, l'ombre qui se tenait devant la porte. Elle lut des extraits des entrées de Jean, montra des copies de la carte marquée et la résolution, cita la phrase qui l'avait le plus hanté. Si jamais elle vient. Quand elle eut fini, la salle était toujours silencieuse. Non pas parce qu'il ne la croyait pas, mais parce qu'il la croyait. Après, l'un des membres de la commission, une femme d'une 60aine d'années avec la gentillesse d'une bibliothécaire, s'approcha d'elle. Elle posa doucement une main sur le bras de Manon et dit « Vous n'avez pas seulement retrouvé votre grand-père. Vous nous l'avez rendu à tous. » Le mois suivant, les choses s'accélérèrent. La commission ouvrit une enquête formelle sur les opérations d'après-guerre de la société minière La Résolution. Des historiens commencèrent à compiler les archives Leclerc dans une base de données publique. Une université locale la contacta, proposant de préserver la maison comme un site patrimonial éducatif, avec la permission de Manon, bien sûr. Et Monique, elle tira quelques ficelles et fit en sorte que le lingot d'argent soit exposé au musée régional de la Loire, à côté d'une plaque intitulée « La maison qui parlait, comment une petite fille a déterré la vérité ». La nuit, de retour dans le calme des bois, Manon s'asseyait souvent sur le porche, regardant les étoiles, essayant de comprendre ce qu'elle était devenue. Pas seulement une petite fille, pas seulement un témoin, mais une gardienne de l'histoire inachevée de quelqu'un d'autre. Puis vint l'email d'un producteur de documentaires de Lyon. Ils avaient vu l'article, entendu le podcast, lu les transcriptions, et ils avaient une question. Avez-vous déjà pensé à partager cela en film? Manon fixa l'écran, ne sachant que répondre. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle ne cherchait même pas la reconnaissance. Elle voulait juste que les gens se souviennent, non seulement de son grand-père, mais de la vérité qu'il avait refusé d'enterrer. Finalement, elle répondit, « Je ne suis pas le personnage principal. La vérité l'est. Si vous pouvez me le promettre, je la raconterai. » Ainsi, une équipe arriva. Ils filmèrent la maison à l'aube, le cellier sous une lumière dorée, le bureau où Manon avait ouvert la malle pour la première fois, ses mains reposant sur le journal alors qu'elle lisait la dernière lettre à voix haute devant la caméra. « Je ne sais pas qui tu deviendras. J'espère seulement que tu choisiras le courage. Si tu trouves ceci, tu l'as déjà fait. » Le documentaire fut projeté en avant-première dans un petit cinéma d'Amboise. Il ne durait que 40 minutes, mais lorsque le générique de fin défila, personne ne bougea, car l'écran était peut-être devenu noir, mais le poids de la vérité flottait encore dans l'air. Après, un homme âgé s'approcha de Manon. Il lui tendit une enveloppe jaunie. « Mon frère travaillait pour La Résolution. Il a dit qu'il avait disparu en 49. Nous n'avons jamais su pourquoi. Je crois que vous venez de m'aider à comprendre. » Manon serra l'enveloppe comme si elle était en verre. Tous les trésors ne brillent pas. Certains saignent à travers le silence, attendant que quelqu'un les voie enfin. Plus tard cette nuit-là, elle retourna à la maison, non pas en tant que visiteuse, mais en tant que sa gardienne. Elle plaça la boussole sur le manteau de la cheminée, et au-dessus, un nouveau cadre, une photo de Jean, souriant devant la maison en 1952, et à côté, une de Manon tenant la montre à gousset 70 ans plus tard. Époque différente, mêmes yeux, même feu, même promesse. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas effacé. Et ton histoire n'est plus enterrée. Un mois après la diffusion du documentaire, la neige recommença à tomber. Le premier flocon atterrit sur l'épaule de Manon alors qu'elle se tenait sur le porche de la maison, regardant la forêt se taire sous une couverture blanche. Elle tenait une tasse de café dans une main, la vapeur s'élevant comme des signaux de fumée d'un autre temps. Cela aurait dû être paisible, mais son cœur était agité,
car même alors que le monde commençait à célébrer la vérité qu'elle avait déterrée, expositions au musée, interviews, visites scolaires sur le site de la maison, Manon commença à sentir qu'il manquait quelque chose. Quelque chose de personnel, quelque chose qui ne pouvait être archivé, imprimé ou conservé dans une vitrine. Un jour, elle rouvrit la malle, la même qui avait tout commencé. Les lettres étaient là, les journaux aussi, mais en dessous, nichée dans un coin qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, se trouvait une petite pochette en tissu fermée par ce qui ressemblait à de la ficelle de pêche. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un minuscule médaillon, en argent terni, usé par des années de contact. Elle l'ouvrit. D'un côté, la photo d'une fille, peut-être 6 ans, souriant largement en salopette. De l'autre, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des décennies. Sandrine. Manon se figea. C'était le nom de sa mère. La photo n'était pas celle de sa mère, Sandrine Leroy, adulte. C'était elle, enfant, prise ici, à la maison. Cela n'avait aucun sens. Sa mère lui avait dit qu'elle n'était jamais allée dans les montagnes, que Jean avait abandonné la famille quand elle était encore bébé. Mais ceci prouvait qu'elle avait été ici, avait vécu ici, avait aimé ici. Manon fouilla plus profondément dans la malle et trouva une enveloppe scellée, jaunie et fragile, sur le devant, de l'écriture de Jean, pour Sandrine, si jamais elle me pardonne. Son souffle se coupa. Elle ouvrit la lettre et lut des mots qui ne lui étaient pas destinés, mais qui lui transpercèrent le cœur tout de même. Ma fille chérie, je n'ai pas été assez courageux pour te dire la vérité. Je ne suis pas parti parce que je le voulais. Je suis parti parce qu'ils t'ont menacé. Ils m'ont dit que si je ne partais pas, tu serais enlevé. Que je ne te verrais jamais grandir. Je les ai crus. Et j'ai choisi de devenir le méchant de ton histoire pour te garder en sécurité. Et maintenant je vis en silence. Mais je porte ton rire dans chaque pièce de cette maison. Pardonne-moi, si ce n'est pour moi, alors pour l'homme que tu ne rencontreras jamais. Mais sache ceci, tu n'as jamais été abandonné. Tu as été protégé. Manon laissa tomber la lettre alors que les larmes venaient. Pas des larmes douces, pas des larmes de cinéma, mais des sanglots profonds et douloureux, ceux qui viennent d'un deuil superposé à un autre deuil. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement découvert l'histoire de son grand-père. Elle avait découvert le cœur brisé de sa mère, et il avait été enterré encore plus profondément. Le lendemain, elle se rendit au cimetière. C'était la première fois depuis les funérailles de sa mère qu'elle se sentait assez forte pour y retourner. La neige saupoudrait le haut de la pierre tombale. Manon s'agenouilla à côté, la lettre serrée dans sa main. Elle la lut à voix haute, chaque mot, sa voix se brisant, mais refusant de s'arrêter. « Je pense que tu savais, murmura-t-elle après. Je pense qu'une partie de toi a toujours su qu'il n'était pas parti par choix. » Elle posa le médaillon sur la tombe, puis murmura. « Je te pardonne aussi. » Ce soir-là, elle alluma un feu dans la maison et sortit un cahier neuf. Sur la première page, elle écrivit « Cette histoire a commencé avec une malle, mais elle se termine avec un cœur. » Et puis elle commença à écrire, non pas sur l'exploitation minière ou les procès ou les cartes secrètes, mais sur un homme qui avait tout donné pour protéger sa famille, et une fille qui n'a jamais pu entendre ses excuses, et une petite fille qui portait maintenant leurs deux voix. Quelques semaines plus tard, elle fut invitée à parler dans une école locale. Des collégiens, des enfants qui ne savaient pas ce que signifiait un lingot d'argent, mais qui savaient ce que c'était que d'être trompés ou abandonnés. Elle leur raconta une version simple de l'histoire, une maison fermée, une lettre perdue depuis longtemps, et un homme qui avait choisi l'amour plutôt que la reconnaissance. Et après, un petit garçon leva la main et demanda « Est-ce qu'il vous manque ?» Elle cligna des yeux, puis sourit. « Chaque jour, dit-elle. Mais je crois que je commence enfin à le connaître. » Cette nuit-là, elle alluma une lanterne et parcourut le sentier jusqu'au cellier une dernière fois. Non pas pour vérifier les intrus, non pas pour garder un trésor, mais pour laisser quelque chose derrière elle. Elle plaça une copie de la lettre à Sandrine dans une boîte en fer-blanc avec une note de sa part. « Si jamais vous trouvez ceci, sachez que cet endroit a autrefois contenu le silence, et puis il a réappris à chanter. » Elle scella la boîte, la cacha derrière l'étagère et laissa le cellier ouvert, non pas comme une invitation, mais comme une promesse. Que la vérité, une fois libérée, ne se cache plus jamais. L'hiver fondit lentement dans le massif central, et avec lui, quelque chose fondit aussi en Manon. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire,
juste petit à petit, comme la glace qui se fissure sous le soleil, comme le deuil qui apprend à s'adoucir sans disparaître. En avril, la maison avait commencé à attirer des visiteurs. Pas des touristes, pas des amateurs de sensations fortes, mais des gens qui avaient vu le documentaire, lu l'article ou entendu le podcast et murmuraient la même chose. Je pense que ma famille a une histoire comme la vôtre. Manon ne les renvoyait jamais. Elle les invitait à entrer, leur offrait du thé et les laissait s'asseoir dans le fauteuil près du feu, celui où son grand-père lisait probablement ses livres il y a si longtemps. Elle n'avait pas toujours de réponse, mais elle avait un cœur à l'écoute, et parfois c'était suffisant. Un après-midi, une jeune femme arriva seule. Elle s'appelait Chloé Girard, pas plus de 28 ans, avec des cernes sous les yeux et un journal serré contre sa poitrine. Mon père travaillait pour une compagnie minière, dit-elle. Il est mort quand j'avais 12 ans. Je n'ai jamais su pourquoi, mais après avoir vu votre histoire, j'ai retrouvé ces vieux dossiers. Elle fit une pause. Ils l'ont menacée aussi. Manon ne sourcilla pas. Elle sortit simplement une deuxième tasse de l'étagère et s'assit avec elle pendant des heures. Pas en tant qu'historienne, pas en tant que gardienne d'argent et de secrets, mais en tant que quelqu'un qui avait été là, dans le silence, dans la recherche, dans la douleur de savoir enfin. L'État désigna officiellement la maison comme monument historique à l'été. Il y eut une cérémonie, petite, sincère. Ils donnèrent à Manon une plaque, prirent des photos pour le journal. Mais le vrai moment vint après, lorsqu'un groupe d'enfants de l'école locale déambula dans la petite pièce unique de la maison et son histoire grande ouverte. Un garçon montra la boussole sur le manteau et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Manon sourit. C'était à mon grand-père. Ça l'a aidé à trouver son chemin même quand personne ne croyait qu'il essayait encore. Le garçon hocha la tête, puis murmura « Je veux être comme lui ». Et juste comme ça, l'héritage continua. Plus tard cette semaine-là, Manon reçut une lettre du cabinet du préfet. Ils établissaient un « Sentier de la vérité », un programme qui relierait des histoires oubliées ou effacées à travers la région, des écoles abandonnées, d'anciennes cités minières, des sites de lanceurs d'alerte, des lieux qui contenaient plus que de l'histoire, des lieux qui contenaient une guérison inachevée. Et il voulait qu'elle soit la première voix que les gens entendent en arrivant. Une courte narration à diffuser lorsque quelqu'un se tiendrait sur le seuil de la maison. Manon ne sut pas quoi écrire au début, mais après une promenade dans les bois, elle s'assit et commença. Certaines portes restent fermées pour une raison. D'autres attendent que quelqu'un d'assez courageux les ouvre. Cette maison a gardé le silence pendant 70 ans. Et quand elle fut enfin ouverte, elle n'a pas fait écho. Elle a chanté. Mais ce n'était pas la plaque, ni la reconnaissance de l'État, ni même le sentier de la vérité qui apporta la paix à Manon. C'était quelque chose de plus calme. Quelque chose que seule elle ressentait. La première fois qu'elle se tint devant le miroir et ne se sentit plus comme quelqu'un portant le passé d'un autre, mais plutôt comme quelqu'un qui était enfin entré dans le sien. Elle sourit à son reflet. Des rides autour des yeux, de la terre sur ses manches, un but dans ses os. Cette nuit-là, elle sortit la vieille machine à écrire de la malle, celle que Jean avait utilisée. Elle fonctionnait encore, d'une manière ou d'une autre. Elle inséra une page neuve, fit craquer ses doigts et commença à taper. Ceci n'est pas une histoire d'or ou d'argent ou de choses perdues enterrées sous une terre gelée. Ceci est une histoire d'un amour assez fort pour disparaître pendant 70 ans et laisser quand même une lumière allumée. L'automne suivant, on lui demanda de donner une conférence de type TED. Elle ne se maquilla pas, n'utilisa pas de diapositive. Elle se tint sur une petite scène, les mains jointes, la voix douce mais stable. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour compter. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Vous n'avez même pas besoin d'être sûr. Il vous suffit de commencer. Mon grand-père pensait que le silence était son seul bouclier. Je pensais que découvrir sa vérité serait la fin de l'histoire. Mais ce que j'ai appris, c'est que la fin n'est pas le silence. La fin est la voix. La fin est le témoignage. La fin, c'est quelqu'un qui dit enfin, je vous vois. Je vous crois. Et votre histoire ne meurt pas ici. Le public se leva, non pas pour applaudir, mais avec respect. Quand elle retourna à la maison cette nuit-là, elle alluma une bougie, marcha jusqu'à la lisière des bois et plaça un seul objet sous un pin, la boussole de son grand-père. Non pas parce qu'elle avait fini de s'en servir, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de direction. Elle était devenue la direction pour les autres.
Alors que le soleil plongeait derrière la crête, projetant une lumière ambrée sur le toit de la maison, Manon murmura une dernière phrase au vent. « Tu n'as jamais été oublié, grand-père. Tu attendais seulement que quelqu'un finisse ce que tu avais commencé. » Et dans ce moment immobile, où les arbres ne bougeaient pas et les oiseaux se taisaient, elle aurait juré entendre la plus faible des réponses. Une chaleur dans sa poitrine, un bruissement dans les feuilles, une présence non vue mais profondément ressentie. La maison serait toujours la sienne. Mais l'histoire, maintenant, elle appartenait au monde. Et la fille qui était venue chercher des réponses était devenue la femme vers qui les autres se tournaient pour trouver du courage. Parce qu'il était une fois, la porte grinça en s'ouvrant, et Manon le roi entra, non pas pour trouver un héritage, mais pour en devenir un. N'importe qui peut découvrir le passé s'il est prêt à écouter assez attentivement et à s'en soucier assez profondément. Alors que le soleil se couchait derrière le massif central, Manon le roi ferma la dernière page du journal de son grand-père, non pas pour terminer l'histoire, mais pour commencer à écrire la sienne. Cette fois, pas en silence. Elle savait maintenant que l'héritage enfermé dans cette maison n'était pas seulement son héritage. Il appartenait à chaque voix oubliée, à chaque vérité enterrée et à chaque personne qui s'est jamais sentie effacée par le temps. La fille qui était venue chercher une conclusion était devenue la femme qui offrait aux autres un chemin à suivre. Parce que pour Manon, et pour ceux qui viendraient après, la vérité n'a jamais été destinée à rester cachée. Elle a toujours été destinée à briller. Fin. À suivre, 2 autres histoires puissantes qui vous attendent. Cliquez pour continuer à marcher avec nous et n'oubliez pas de vous abonner si vous croyez que la vérité mérite une voix.